Alors nous sommes toujours sur le plateau de la Web Télé Salon CE, depuis le Salon CE de Paris, et je reçois Luc Berry, le secrétaire général de l'UNSA, qui fait partie des fidèles à venir nous rencontrer et discuter avec nous sur le plateau de la Web Télé. Donc merci Luc pour cette fidélité à Salon CE. Et donc comment se passe, puisque maintenant ça fait un peu plus d'un an que vous êtes en position à l'UNSA, comment 2 ans, oui, comment se passe la succession d'Alain? Est-ce que vous avez pris vos marques? Est-ce que tout se passe bien? Forcément, il y a toujours un moment dans lequel, quand on occupe de nouvelles fonctions, il faut le temps effectivement d'endosser le costume, comme on dit. Mais les choses se passent bien maintenant, d'autant qu'il y a une intense activité au niveau syndical, au niveau interprofessionnel. Et effectivement, le travail ne manque pas, mais l'UNSA continue son développement et c'est surtout notre priorité. Et surtout, la loi de 2008 étant pleinement applicable quasiment, vous avez dû avoir de la représentativité dans certaines entreprises, ce qui vous donne encore plus de travail. Bien sûr, vous savez, l'UNSA est une jeune organisation syndicale, elle vient de fêter ses 20 ans cette année. Donc c'est très jeune pour une organisation syndicale. Nous avons décroché un certain nombre de représentativités nationales de branches désormais, dans 84 branches. Donc nous sommes effectivement en construction, alors à notre niveau, avec toujours le souci d'apporter quelque chose d'utile pour les salariés. C'est la priorité de l'action du syndicalisme UNSA. Et effectivement, il y a du pain sur la planche en ce moment. Alors, a été signé au mois de juin, mais là, vous n'y étiez pas, je pense, un accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail. Quelle place prend ce dossier dans le travail de l'UNSA au quotidien, la qualité de vie au travail ? Je crois que c'est vrai pour l'UNSA, mais c'est vrai pour toutes les organisations syndicales, c'est une question centrale. On sent bien qu'aujourd'hui dans les relations de travail, surtout avec le développement de nouvelles techniques, la pression extrêmement importante qui dans beaucoup d'entreprises règne, la question de la qualité de vie au travail est une question essentielle et perçue comme telle par beaucoup de salariés. Alors on le voit parfois par le mauvais bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le côté souffrance au travail qui est directement lié à ça, mais je crois qu'il faut aussi travailler pour à la fois mettre les salariés à l'abri d'accidents de ce type, mais aussi tout simplement sur l'idée selon laquelle on peut aussi s'épanouir au travail et on peut disposer effectivement de conditions de vie au travail qui permettent aux salariés de gagner sa vie bien sûr, mais aussi de travailler dans des conditions dans lesquelles le travail n'est pas simplement quelque chose de subi et de contraint, mais est aussi un moyen de se réaliser. Alors bon, ça c'est un sujet qu'on traitera demain, c'est peut-on perdre sa vie à la gagner ou faut-il travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Est-ce que les délégués syndicaux dans les entreprises, selon vous, sont armés pour pouvoir respecter les aspirations des salariés, puisque certains, en début de carrière, veulent asseoir leur carrière, augmenter leurs revenus, j'allais dire c'est humain. D'autres, en revanche, font une priorité au bonheur. Hein. C'est ce que disait John Lennon quand on lui a posé la question « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» Quand il était à l'école, il a dit « Je voudrais être heureux » et apparemment, on lui a dit « Tu n'as pas compris la question ». Est-ce que les délégués syndicaux UNSA, eux, comprennent bien la question et savent, avec ce qu'ils ont comme outil, respecter les aspirations de chacun? Alors, est-ce qu'ils y arrivent? Pas toujours, sans doute, comme pour toutes les organisations syndicales. C'est vrai que souvent le syndicalisme conçoit beaucoup son action en priorité sur la défense des salariés et pas forcément sur la promotion aussi d'un certain nombre de conditions de vie au travail. Donc ça passe aussi par un certain nombre d'outils et de formations. Être à l'écoute des salariés, c'est être à l'écoute de ce qui va mal et reconnaissons que très souvent quand on va voir un syndicat, c'est qu'on a un problème, qu'on a une difficulté. On va rarement voir un syndicat lorsque on a des choses qui fonctionnent bien pour témoigner du fait que les choses fonctionnent bien ou fonctionnent mieux. Donc c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut qu'on soit plus attentif. Il y a un certain nombre d'outils qui peuvent exister. Alors, très souvent, on utilise dans notre syndicat, mais dans d'autres aussi, le moyen d'enquête qui peuvent permettre d'essayer de mieux cerner les aspirations des salariés en amélioration, en défense, ça c'est notre rôle, sur lequel on attend plus souvent le syndicalisme, mais aussi en promotion d'un certain nombre de revendications, de conditions de travail, parce qu'on peut améliorer considérablement les choses, évidemment, au travail aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est concevable pour vous qu'un délégué syndical UNSA s'appuie sur des revendications majoritaires de salariés? Allez, on va les mettre entre 28 et 32-33 ans, qui ont complètement oublié un confort de vie, qui ont complètement oublié qu'il existe autre chose que le travail et qui peuvent demander des choses qui sont uniquement en rapport avec le pouvoir d'achat, à savoir le fameux travailler plus pour gagner plus dont on nous a rebattu les oreilles pendant 5 ans. Est-ce que ce sont ce type de revendications-là que des délégués UNSA peuvent aller défendre à la direction?
Vous savez, je crois qu'on ne peut pas ignorer les réalités, fussent-elles cruelles et parfois difficiles. Donc on ne peut pas prétendre défendre les salariés et ne pas connaître les aspirations de ces salariés. Ensuite, le rôle du syndicalisme n'est pas de dire toute revendication est nécessairement légitime. Il faut qu'on mette tout ça en perspective et qu'on reste sur des principes. C'est cette balance qu'il faut qu'on trouve, qui n'est pas toujours facile. Le syndicalisme est aussi pluriel, donc il y a différentes options qui peuvent être proposées. Au niveau de l'UNSA, nous essayons de faire en sorte à la fois de faire entendre les aspirations des salariés, mais aussi de concevoir que sur un certain nombre de ces aspirations, l'aspiration individuelle n'est pas l'ennemi de l'aspiration collective. Et c'est un travail qu'il faut mener effectivement. Il y a un slogan de l'UNSA qui est « Libre ensemble ». On essaie de conjuguer, nous, l'autonomie, qui essaie de retrouver justement cette rencontre avec des aspirations des personnes à la base, dans les entreprises, et puis en même temps le collectif, parce qu'on sait bien qu'on a besoin aussi d'organisation collective et que les aspirations individuelles ne suffisent pas toujours. Donc comment est-ce qu'on conjugue les aspirations individuelles qui peuvent être légitimes et compréhensibles, et en même temps le besoin de collectif pour organiser tout ça. Ça fait partie, je pense, des défis qui sont jetés au syndicalisme en général et pas simplement à l'UNSA. C'est ça, le délégué syndical n'a pas une tâche facile, alors il faut qu'il ressemble le plus possible aux salariés qu'il représente, puisque c'est bien une représentation syndicale de ceux pour qui il négocie, donc le mandat qu'il a reçu des salariés par les élections professionnelles, et c'est vrai qu'on marche là sur un fil. Alors, on va traiter ce matin de l'équilibre vie privée professionnelle, mais aussi de l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, ici, en Ile-de-France, c'est une région d'excellence. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet égalité homme-femme et quels sont les travaux que vous menez à l'UNSA pour amener votre pierre à cet édifice ? Alors bien sûr, nous avons travaillé sur ces questions-là, qui sont des questions centrales aujourd'hui. Beaucoup de dossiers nous amènent à les traiter. On ne va pas parler ici du dossier des retraites longuement, mais on voit bien qu'à travers la question des retraites, est à nouveau réillustrée la façon dont des discriminations peuvent exister aujourd'hui et la façon surtout dont l'organisation de la société elle-même, à travers le processus de travail, amène à approfondir un certain nombre d'inégalités. Alors, nous, on a essayé d'y travailler, principalement sur le rayon qui est le rayon du syndicalisme, c'est-à-dire sur la question des conditions de travail, même si on sait pertinemment que sur ce dossier-là, il y a des questions objectives, c'est-à-dire des questions de conditions de travail, des questions de conciliation vie privée, vie professionnelle, etc., qu'il faut traiter, matérielles donc, et sur lesquelles on peut avancer, mais on sait bien aussi qu'il y a une question d'état d'esprit, d'éducation dans lesquelles on se heurte à des mentalités, et les mentalités c'est toujours plus long à changer, même s'il faut évidemment en avoir un principe absolu, parce que l'objectif c'est bien de résoudre concrètement ces différences qui sont des différences inacceptables à partir du moment où elles se traduisent par des discriminations. Donc on a essayé de travailler là-dessus. Là aussi, pour nous, très concrètement, ça passe dans les entreprises par la négociation, quand c'est possible, sur des terrains qui sont des terrains extrêmement précis. Le terrain salarial, bien sûr, le terrain surtout du déroulement de carrière, c'est fondamental, le terrain de l'accès à la formation, c'est fondamental aussi, et puis tous les terrains qu'on qualifie, entre guillemets, de périphériques, qui sont tous ceux de la prise en garde, la prise en charge des enfants, qui ne concerne pas que les femmes d'ailleurs, concerne aussi les hommes, parce que l'objectif est de faire en sorte pas simplement d'aménager les choses pour qu'il y ait une meilleure conciliation, mais aussi qu'il y ait plus de partage de tâches. C'est un des sujets qu'on aborde par exemple sur la question du congé parental, où il faut améliorer le congé parental pour les femmes, mais aussi pour que les hommes puissent le prendre, et là il y a encore du travail à faire. Alors moi, il y a une question que je me pose toujours, parce que chaque fois qu'on parle d'égalité homme-femme, on se pose aussi la question de l'accès aux responsabilités par les femmes. Et on a vu tout à l'heure, à votre place, il y avait Carole Couvert, donc la présidente de la CFE-CGC. Par le passé, on a eu Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT, puis Laurence Parisot. Mais c'est quand même pas majoritaire qu'en tête d'organisation, qu'elle soit syndicale ou patronale, ou même dans les entreprises, il y ait une majorité de femmes. Est-ce qu'on doit en passer par les quotas ? Le quota, ça me fait toujours penser un peu à de la discrimination positive, mais de la discrimination quand même. Puisque s'il y a discrimination, qu'elle soit positive ou négative, c'est toujours de la discrimination. Comment vous voyez cette politique de quota qui est toujours sous-jacente pour les élections législatives, pour les listes municipales? On nous dit qu'il faut X% de femmes, il faut la moitié. Est-ce que vous pensez que c'est bénéfique ? Je crois qu'il faut tirer un bilan. Personne n'est satisfait de la politique des quotas en soi. Simplement, il faut bien constater que, notamment sur le plan politique,
le fait qu'on ait introduit des quotas avec parfois des mesures contraignantes et punitives, entre guillemets, aboutit à un certain nombre de résultats. Je crois, moi, que on est confronté, nous, dans le syndicalisme, et l'UNSA, sur ce plan-là, n'est ni pire, mais ni meilleur, malheureusement, que les autres organisations syndicales, à un problème qui est un problème, effectivement, de cette participation des femmes à la vie citoyenne, et donc, pour nous, à la vie syndicale. Le recrutement naturel, si j'ose dire, pour une organisation nationale interprofessionnelle, c'est tout simplement le syndicat de base dans l'entreprise, dans l'administration, avec des militantes et des militants qui font leurs preuves dans leur activité syndicale et puis petit à petit qui prennent des responsabilités. Et on constate, nous à l'UNSA, mais on le constate partout, qu'au fur et à mesure qu'on s'élève, entre guillemets, dans le niveau de responsabilité, on voit bien que petit à petit, il devient plus difficile d'avoir des femmes qui acceptent de prendre ces responsabilités. Alors, elles ne les acceptent pas si on ne leur propose jamais. On ne les accepte pas si on ne crée pas les conditions aussi pour faciliter la prise de responsabilité. C'est sur ces questions-là qu'il faut qu'on travaille. L'UNSA tiendra un congrès dans 1 an et demi maintenant, presque 2 ans. Dans le renouvellement de nos instances, nous avons des règles qui ne sont pas des quotas, qui sont d'une aspiration à essayer, non pas de décréter, mais de faire en sorte d'aboutir à ce qu'il y ait plus de féminisation parmi les responsables de l'UNSA, celles et ceux qui assument les responsabilités pour le syndicat, pour notre syndicat. Je compte bien, en ce qui me concerne, faire en sorte de franchir un pas important à ce niveau-là. L'objectif, c'est au moins la parité. Ça se travaille dans tous les secteurs. Il y a des endroits où les femmes sont encore pionnières dans un certain nombre de secteurs d'activité économique. L'UNSA, par exemple, très implantée dans le transport, il y a de plus en plus de femmes, mais enfin, ça reste des milieux extrêmement masculins. On a à l'inverse une implantation forte, par exemple, dans les milieux de l'enseignement, où là, c'est très exactement le contraire. C'est un milieu qui est féminisé à plus de 80%. Et on voit bien, même dans ces syndicats-là où il y a beaucoup de femmes, que dans les responsabilités qui sont exercées, on a parité, par exemple, dans le syndicat des enseignants, alors même qu'il y a une majorité de femmes parmi les enseignants. Donc d'avoir parité, c'est bien, mais on n'est pas dans une reproduction exacte, c'est pas forcément l'objectif d'ailleurs, des pourcentages d'hommes et de femmes qui sont syndiqués à l'UNSA. Alors finalement, j'ai l'impression que la tâche, elle va être beaucoup plus dure que le simple décret de parité ou de quota, mais c'est la révolution dans la société qu'il faut faire. C'est-à-dire que les femmes doivent gagner la place déjà dans le foyer avant de la gagner dans les organisations. Il nous faut les deux, il nous faut les deux. Alors, on voit bien qu'à chaque fois mais c'est valable dans tous les combats, il nous faut des points d'appui, que ce soit des points d'appui juridiques, que ce soit des points d'appui concrets, matériels, pour transformer les choses, mais il ne faut jamais relâcher la pression. Je trouve que c'est très intéressant quand on parle par exemple des questions de retraite. Sur les questions de retraite, on voit comment, sur le niveau des pensions, on reste avec des écarts qui sont de l'ordre de 20 ou 30% par exemple à qualification dite égale entre un homme et une femme. Pour quelle raison? Mais parce que la retraite arrive au bout d'un processus, et dans ce processus, c'est pas tant qu'il y a des discriminations dans les entreprises à qualification égale comme ça. J'allais dire que quand il y a des discriminations qui sont revendiquées, qui sont ouvertes, j'allais dire c'est les plus faciles à traiter parce qu'on assigne effectivement devant la justice et on gagne pour défendre les personnes. Mais on voit bien que en fait, ce qui est à l'œuvre, ce sont des déroulements de carrière qui sont impactés par des conditions de vie, des conditions de travail qui font que, souvent avec la charge des enfants, on participe moins aux formations, on exerce moins de responsabilités parce qu'on a besoin d'avoir des horaires qui soient plus réguliers, etc., etc. Et donc c'est un enchaînement qui aboutit à tout ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on traite sans relâcher jamais la pression, parce que il faut quand même le dire, il y a beaucoup de progrès qui ont été accomplis quand même s'ils ne sont pas assez rapides. Donc on a des raisons de montrer qu'on peut être plus efficace. La société est moins inégalitaire qu'elle ne l'était il y a encore 30 ou 40 ans, mais le chemin à parcourir est encore énorme. Et effectivement, il y a des améliorations qu'on peut obtenir aujourd'hui qui vont permettre d'abaisser ce niveau d'inégalité. Le but, mais je reprends l'exemple des retraites, c'est d'aboutir à ce que les hommes comme les femmes puissent à égalité participer à toutes les instances de la société. C'est ça le but. C'est souvent peut-être utopique. Moi, je ne le pense pas. Très concrètement, ça a beaucoup progressé. Si je reviens sur les retraites, par exemple, l'insertion des femmes dans le milieu professionnel, quand on compare à 40 ans d'écart, c'est considérablement accru et c'est globalement amélioré, même s'il y a encore un chemin énorme à parcourir. Donc moi, j'en déduis que
appuyons-nous sur les progrès réalisés pour essayer d'aller plus vite. On ne va pas encore attendre 40 ans, mais il me semble qu'il y a aussi une certaine maturité dans la société sur ces questions-là qui peut nous aider à avancer. Parce que dans l'entreprise, les solutions existent, et les accords sur les qualités de vie professionnelle, les accords égalité hommes-femmes, aujourd'hui les contrats de génération, où on peut intégrer des points améliorant cette égalité. Mais effectivement, au foyer, il n'y a pas d'accord, les négociations ne se font pas sur les mêmes règles. C'est pour ça qu'il faut faire les deux en même temps. Alors, travailler dans les entreprises, parce que, mine de rien, très souvent, quand on passe un accord, si on n'a pas une vigilance sur un certain nombre de sujets, on passe parfois à côté. Et donc, regarder systématiquement, par exemple, c'est la loi d'ailleurs, où on en est par exemple, des rémunérations entre les hommes et les femmes, des déroulements de carrière, etc. Avoir un regard particulièrement affûté là-dessus, moi je pense, est un élément très positif, parce qu'il faut être vigilant sur ces questions-là et s'imposer une vigilance pour combattre des situations surtout améliorées. Mais on sait bien que derrière, il y a toute une série de questions d'éducation, de fonctionnement de société. Je disais que l'UNSA est très implantée dans les milieux de l'éducation, par exemple. Le rôle de l'école reste un rôle décisif, à l'appui évidemment d'évolutions de société qui sont déjà intervenues, mais qu'il faut accélérer dans notre société. Et c'est ça la clé, évidemment, sur lesquelles il faut qu'on avance. Je crois que ce sera une très bonne conclusion pour nos amis internautes. Donc merci Luc Béril d'être venu nous voir. Je recevrai un peu plus tard d'autres nombreux invités sur le plateau de cette web télé. On espère que votre fidélité sera encore sans faille, comme elle l'est depuis 2005, puisque l'UNSA, par Alain Olive et puis vous, être présent systématiquement sur le salon. Merci et puis à plus tard, amis internautes.